Bonjour et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous avec l'invisible. Alors aujourd'hui, c'est un rendez-vous avec la science, avec l'observation de l'iris, une médecine douce appelée l'iridologie. Alors pour nous en parler, j'ai bien entendu un invité, Mathieu Tramoni. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors Mathieu Tramoni, vous êtes un scientifique. Tout à fait. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler quelqu'un de matérialiste. Ah, ça y est, ça commence. Alors expliquez-nous comment vous en êtes arrivé aux médecines douces pour quelqu'un qui est scientifique et qui normalement devrait être matérialiste. Tout à fait. Alors moi, ça a commencé à l'enfance. Tout simplement, j'avais dans la famille des proches qui étaient malades, notamment ma sœur et mon père qui étaient atteints de pathologies auto-immunes. Donc très tôt, je me suis posé des questions sur comment fonctionnait notre organisme pour essayer de comprendre finalement pourquoi ils étaient malades. Donc très tôt, je me suis intéressé à la biologie. D'ailleurs, c'était une des disciplines où j'excellais à l'école. C'était une des rares disciplines dans lesquelles j'étais bon à l'école. Donc par la suite, j'ai investigué dans cette voie. Donc dès que j'ai passé mon bac scientifique, je suis rentré à l'université de médecine René Descartes pour faire un cursus de biologie biomédicale. Tout a commencé là, ma carrière scientifique a commencé là. C'est-à-dire qu'en première année, au lieu de suivre un cursus classique où je suivais simplement l'enseignement de biologie, j'ai également intégré en parallèle une unité INSERM. Une unité de recherche expérimentale et fondamentale, dans laquelle j'y suis resté pendant 6 à 8 ans, parce que j'ai changé d'unité INSERM par la suite. Du coup, pendant tout mon cursus biomédical, je faisais en parallèle de la recherche expérimentale et fondamentale en cancérologie, en reproduction masculine. Ça devait être intéressant, ça. Ouais, c'est comme ça que je me suis construit une carapace scientifique, on va dire. Ouais, d'accord. Et alors, comment on a pu bifurquer vers les médecines plus douces, vers la naturopathie? Alors, ça c'est venu sur le tard, c'est-à-dire que initialement par rapport à mon cursus biomédical, je fais d'abord un master de pharmacotoxicologie, par la suite j'ai fait un master de recherche dans lequel j'ai poursuivi des études de thèse, des études doctorales, dans lequel j'ai commencé à faire de recherche fondamentale sur la communication cellulaire. Ah ouais. Simplement je me rendais compte que c'était pas forcément ma voie, c'est-à-dire que je commençais à dépérir entre guillemets, je commençais à avoir des problèmes de santé. Ah bon? Je sentais bien qu'il fallait que je trouve une solution à ma problématique de santé. Vous avez fait le lien entre vos études et vos problèmes de santé? Le fait que ce soit pas dans comment dirais-je, dans mon idéal de vie, j'étais relativement enfermé dans mes recherches, j'étais un petit peu coupé du monde, isolé du monde. Je commençais à avoir des rhumatismes articulaires, de la fatigue chronique, énormément de rhumatisme, et à tel point que je me rendais bien compte que si je continuais dans cette voie, c'était ma santé qui allait en pâtir. Du coup, j'ai dû prendre l'initiative d'interrompre mon cursus de recherche. Je n'ai pas effectué la soutenance de thèse, je suis parti au préalable. Par la suite, je suis parti à Québec, j'ai renouvelé l'expérience de recherche, j'ai effectué une nouvelle thèse. Mais dans ce nouvel environnement, je me suis rapproché de la médecine organique, un peu moins industrialisée, un peu plus biologique, et je me suis rendu compte que ma santé allait d'autant mieux. C'était ce que vous aviez choisi au départ, la biologie, enfin votre passion. Tout à fait, tout à fait. Donc j'y suis resté pendant de nombreuses années et je me suis rendu compte qu'à travers l'alimentation, je commençais à avoir moins de rhumatisme, moins de fatigue chronique. Donc j'ai commencé à faire la relation entre l'alimentation et la santé. Et par la suite, je suis revenu en France, j'ai voulu interrompre mon cursus scientifique. Je me suis longuement cherché pendant 2 années, donc je me suis intéressé à plusieurs ouvrages, notamment aux travaux du docteur Seignelay, notamment le régime Seignelay, donc je l'ai expérimenté sur moi-même. Je me suis intéressé aux travaux du docteur Kousmine, qui ont également modifié mon comportement vis-à-vis de l'alimentation et amélioré mon état de santé. Mais toutes ces connaissances n'étaient pas suffisantes pour en faire ma propre carrière. Donc la naturopathie pour moi c'était encore loin. Donc je fais une formation d'attaché de recherche clinique qui m'a conduit à travailler en milieu médical, notamment à l'hôpital de Besançon où j'ai pratiqué le métier d'attaché de recherche clinique. Je suis resté pendant pratiquement 2 ans. Et en parallèle que j'avais cette activité, je continue de me renseigner cette fois-ci sur la naturopathie. D'accord. Et là, c'était le déclic. Donc j'ai expérimenté des jeûnes, j'ai expérimenté des modifications alimentaires, j'ai fait des cures d'eau, entre guillemets, peut-être qu'on en reviendra par la suite dans la conversation. Et là, j'ai bien ressenti qu'il y avait une modification de ma vitalité, une modification de mon état d'esprit. Du coup, les circonstances ont fait que j'ai quitté cette orientation pour faire la formation de naturopathie à Toulouse, dans le cadre où j'ai reçu également un enseignement sur l'iridologie. Ouais. Et qui par la suite m'ont permis d'ouvrir mon cabinet de naturopathie ici à Mézavis, à Ajaccio. Alors l'iridologie, qu'est-ce que c'est? Alors là on va s'intéresser aux iris, c'est-à-dire la couleur qui constitue justement nos yeux, nos iris tout simplement. Alors
En tant que biologiste, c'est intéressant dans le sens où moi initialement je suis vidéomicroscopiste. Vidéomicroscopiste. C'est-à-dire que lorsque je travaillais à l'INSERM, je travaillais beaucoup avec la vidéomicroscopie. Ouais. C'est-à-dire que je prenais en photo, je faisais des films, des tissus vivants in vitro. Donc j'ai toujours eu la particularité de vouloir filmer le vivant ou de regarder le vivant. Et à travers les iris, on va prendre en photo justement une structure vivante. Et cette structure vivante qui sont nos yeux, nos iris sont richement vascularisés et possèdent énormément de terminaisons nerveuses. Et toutes ces terminaisons nerveuses vont nous renseigner d'une certaine façon de l'état du fonctionnement de notre système nerveux autonome. Parce qu'il peut y avoir un parallèle entre ce qu'on appelle les plages réflexes, qu'on pourrait trouver en réflexologie plantaire ou palmaire ou à travers l'auriculothérapie. On a ces mêmes plages réflexes au niveau de nos iris, mais à travers l'innervation, à travers le fonctionnement du système nerveux. Donc simplement en regardant les yeux, on va avoir des informations sur l'état nerveux de chacun de nos organes qui constituent notre organisme. C'est comme si on avait une fenêtre sur le vivant sans avoir à faire de biopsie ou sans avoir à faire de prélèvement en fait. Mais est-ce que c'est une médecine dite préventive ou c'est une médecine curative? Est-ce qu'en appuyant sur un petit endroit, on arrive à faire un soin sur le foie par exemple? Je ne sais pas. Enfin, ça c'est l'avenir qui nous le dira. D'accord. Effectivement, à travers les plages réflexes qu'on est en train de déterminer à travers la cartographie des iris, parce que finalement à chaque zone peuvent correspondre à un organe, comme en réflexologie plantaire, on peut imaginer qu'en appuyant dessus, on puisse décongestionner ou réactiver certaines fonctions organiques. Un petit peu comme la médecine chinoise. C'est ça. Et il y a certains scientifiques qui explorent cette voie à travers des faisceaux lumineux qui vont stimuler certaines zones des iris pour induire justement ces zones réflexes qui vont activer ou décongestionner certains organes. Mais ça, je pense qu'on est juste en train de le découvrir. Peut-être qu'à terme, ça y viendra. Mais aujourd'hui, on va plutôt utiliser l'iridologie en tant qu'observateur. Les iris vont nous renseigner sur comment fonctionne notre métabolisme, quelles sont nos forces et nos faiblesses héritées à notre naissance. Vont nous renseigner un petit peu quels sont l'indice de toxémie qu'il y a au niveau de notre organisme. Et donc c'est plutôt des outils qui vont nous permettre de savoir comment fonctionne notre organisme et prévenir certaines apparitions de symptômes ou troubles de santé par la suite. Donc on est plutôt dans la prévention, à savoir que tous les signes iriens qui définissent la couleur de nos yeux apparaissent peu de temps après notre naissance, dans la première année ou deuxième année, se stabilisent autour de 7 ans. On connaît quelques modifications des pigments iriens passé la puberté, et les dernières informations, les dernières colorations des iris se terminent autour de 20-25 ans. Donc tout ce qu'on perçoit dans les yeux, c'est quasiment de l'inné et très peu d'acquis. Et quelqu'un qui a une hygiène de vie déplorable, qui boit énormément, est-ce que le petit point qui correspondrait au foie changerait au cours des années? De mon expérience, de mes connaissances actuelles, je dirais que non, c'est quasiment du définitif. Simplement, même ce petit point, il pourrait être perceptible à la petite enfance. Ça va simplement témoigner d'une fragilité organique, par exemple du foie. Et si cette personne a tendance à boire plus que davantage, elle va appuyer sur cette faiblesse. Et du coup, elle aura plus de prédisposition et plus de risques d'induire un trouble hépatique par la suite, parce qu'il présente une faiblesse combinée à l'alcool, ça va se manifester en symptômes. C'est un peu dangereux quand même alors cette histoire, si dès la naissance on sait que cette personne elle a aucun risque à boire et avoir une hygiène de vie déplorable, comme je disais, elle va y aller à cœur joie. Je déconne bien sûr. On est sur du prédispositif, on est sur de la génétique, c'est un peu comme l'histoire des empreintes digitales, on les a à vie. Elles vont simplement avec la cartographie, ça va représenter notre carte d'identité. C'est la même chose au niveau de nos iris. D'accord. Ça va nous renseigner de nos faiblesses génétiques ou de nos forces génétiques, et en fonction de ce qu'on appelle notre hygiène de vie, à travers l'épigénétique, est-ce qu'on va sursolliciter, est-ce qu'on va appuyer sur une faiblesse organique qui se traduira probablement en pathologie si on sursollicite cette faiblesse. Donc tout va dépendre de notre hygiène de vie, il n'y a pas de fatalisme. C'est-à-dire que même si j'ai cette prédisposition, sachant que j'ai cette fragilité, je vais éviter d'appuyer dessus. Bien sûr. Et là on rentre vraiment dans une médecine préventive. Alors qui c'est qui a découvert tous ces petits points qui correspondent à des organes? Est-ce que c'est récent? Alors c'est récent, il faut remonter à peu près autour du 19e siècle, autour de 1820-26. C'est un médecin hongrois, Dr von Peczély. À travers la patte brisée d'une chouette, il s'est rendu compte qu'il y avait un point noir qui pouvait se localiser dans l'iris, donc il a commencé à se poser des questions. Donc la naissance de l'iridologie remonte de cette observation. Par la suite, c'était surtout développé par des médecins homéopathes. Jusqu'en 1950-1960, la plupart des pratiquants de l'iridologie, ceux qui ont développé l'iridologie, étaient des médecins homéopathes, que ce soit en France, en Allemagne ou aux États-Unis. C'est surtout une science empirique qui s'est développée à travers l'observation. C'est-à-dire que pendant des siècles, au début ça a pu commencer par exemple avec certains pigments, une décoloration des iris qui apparaissaient suite à la prise de certains médicaments qui étaient la quinine, qui induisaient des marques
au niveau des iris. Puis par la suite, à chaque fois, certains médecins homéopathes qui pratiquaient l'iridologie observaient les yeux de ces patients et voyaient s'il y avait une possible expression des symptômes au niveau des iris. Et c'est comme ça qu'ils ont établi la cartographie des iris au cours de 2 siècles. Donc c'est principalement sur l'observation. C'est un travail de longue haleine. Tout à fait. Ça a été à chaque fois poursuivi par des médecins qui reprenaient les travaux. C'est ça. C'est ça. Ça s'est fait comme ça pendant 2 siècles et maintenant avec l'ère du numérique, on est capable de prendre les yeux en photo, avoir une meilleure définition finalement des pigments. Mais justement, iriens. comment ça se passe alors une consultation en iridologie? En fait, je pratique pas l'iridologie seule. On serait dans du prédiction, mais type un peu voyance. L'iridologie s'intègre systématiquement dans ce qu'on appelle le bilan de vitalité en naturopathie. C'est-à-dire que quand je reçois mes clients en consultation, pendant 3 quarts d'heure, on pratique ce qu'on appelle l'anamnèse. Ouais. Je pose des questions pour connaître un peu les historiques physiopathologiques. Et enfin, j'intègre l'iridologie pour confirmer ou infirmer certains symptômes qui sont apparus lors de l'anamnèse et qui pourront nous orienter sur l'origine des symptômes. Ah oui. Puisque quand on vient voir si on est bien portant ou avec quelques troubles symptomatiques, notre objectif c'est de déterminer l'origine du trouble. Et avec l'iridologie, on remonte sur les faiblesses génétiques. Donc c'est un peu comme si on cherchait à remonter sur la cause du problème, et en travaillant essentiellement sur cette cause, on a plus de chances d'apporter les meilleurs conseils pour des possibles rétablissements. Et est-ce que dans les yeux, on voit aussi les faiblesses psychologiques? Il y en a certains qui travaillent sur cette voie. À titre personnel, je ne m'y suis pas engagé. Il y a quand même une carte qui existe? Il commence à y avoir une cartographie, notamment, je ne vais pas rentrer dans les différents anneaux qui structurent finalement nos iris, mais autour de la pupille, il commence à y apparaître des cartographies qui représenteraient la sphère émotionnelle depuis notre petite enfance jusqu'à la fin de l'adolescence et qui pourraient structurer nos états psychiques. Donc certains vont dans cette voie. C'est étudié en ce moment? Il y en a certains qui développent ça et qui écrivent des ouvrages justement pour faire apparaître justement ces nouvelles cartographies des iris concernant les émotions. Comment s'est perçue l'iridologie dans la médecine traditionnelle? Alors à ma connaissance... Est-ce qu'un médecin traditionnel vous a envoyé un patient pour faire une consultation en iridologie? Alors, pas dans ce sens-là. J'ai déjà reçu un certain nombre de clients qui avaient rencontré des médecins homéopathes iridologues sur le continent qui sont venus me consulter parce que je pratiquais l'iridologie. Donc eux, ils connaissaient très bien et c'est un petit peu pour faire une sorte de suivi parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'à travers l'analyse de leurs yeux par ce médecin, ça avait confirmé certaines pathologies qu'ils avaient ou certaines pathologies qu'ils allaient développer quelques années plus tard, parce qu'on est vraiment dans le prédictif. À leurs yeux, ça validait la technique, c'est la raison pour laquelle ils viennent me voir. Sinon, il y a certains médecins à qui j'ai pu faire des bilans d'iridologie, avec qui j'ai sympathisé, qui effectivement ont apprécié cette approche, donc ça leur arrive de m'envoyer quelques clients. Ou sinon, c'est des gens qui ont entendu simplement l'approche iridologique, qui viennent me voir en consultation parce qu'ils sont curieux de connaître un petit peu leur prédisposition à certains troubles. Et est-ce que l'interprétation est grande? Est-ce qu'un autre médecin iridologue pourrait avoir exactement le même diagnostic que vous? Est-ce qu'il est indispensable de voir plusieurs iridologues? Alors, tout va dépendre de nos champs de compétences. Les principes de base de l'iridologie sont distribués à travers un enseignement. Donc on a un peu tous le même enseignement en fonction de l'école américaine ou de l'école allemande. Les grandes lignes sont les mêmes. Après, ça va être en fonction de nos capacités à distinguer les signes iriens et à les combiner dans un système. Moi, c'est vrai qu'étant biologiste, je m'intéresse à toutes les informations que les organes vivants peuvent nous apporter. Donc moi j'ai une tendance naturelle à vouloir comprendre la physiopathologie et quand je peux combiner finalement le fonctionnement de plusieurs organes, ça c'est propre à ma propre interprétation. Par exemple, récemment on est venu pour un problème d'eczéma et j'ai bien vu qu'au niveau des iris, il y avait une fragilité hépatique et une fragilité cutanée. Donc j'ai bien compris que pour améliorer ou diminuer les symptômes liés à cet eczéma, si je drainais la peau pour éliminer les toxines sous-cutanées et si je décongestionnais le foie, il y avait de fortes chances qu'on diminue finalement les troubles liés à l'eczéma. Il y a une problématique symptomatique. En regardant les yeux, je vois les fragilités génétiques et ça me donne des pistes sur comment traiter le symptôme. Donc vous traitez les symptômes aussi? Vous pouvez prescrire des médicaments? Alors, je ne prescris pas, non, je fais que du conseil. D'accord. Et je conseille uniquement de la phytothérapie, l'usage des plantes médicinales ou de l'oligothérapie, les oligoéléments. Pour des problématiques infectieuses, je vais faire un peu d'aromatologie, des huiles essentielles, ou de mycothérapie, des champignons médicinaux, vraiment pour rehausser l'immunité et pour avoir une approche antivirale entre guillemets. Donc c'est uniquement des conseils de plantes que le client va suivre ou pas, il est totalement libre. Bien évidemment, je fais attention aux prescriptions médicales pour pas qu'il y ait de contre-indications par rapport à l'usage des plantes ou
ou certains oligo-éléments par exemple. Donc voilà, je fais que du conseil. D'accord. Et de l'homéopathie, vous prescrivez aussi? Non, l'homéopathie, je ne suis pas vraiment formé spécifiquement à l'homéopathie, puis c'est plutôt réservé jusqu'à maintenant à des médecins homéopathes. Plus pour longtemps. C'est de leur responsabilité, c'est parce que ce serait déremboursé que ça ne serait plus prescrit. Je veux dire, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ça? De l'homéopathie? Alors moi j'y crois, pour la simple et bonne raison, c'est que quand je travaillais à l'INSERM, quand je travaillais sur un projet européen qui s'appelait REACH, on m'avait demandé d'identifier l'effet toxicologique de certains polluants pharmaceutiques présents dans l'eau du robinet de Paris. Ah bah oui. Donc à l'époque je travaillais sur la communication cellulaire, notamment sur les fonctions de reproduction masculine, et on me demandait d'identifier si ces polluants pharmaceutiques présents dans l'eau du robinet pouvaient avoir un impact sur la fertilité. Et donc on a fini par isoler un certain nombre de molécules présentes dans le robinet qui pouvaient induire une perturbation de la fertilité masculine. Donc on a retenu principalement des stéroïdes, que ce soit les progestatifs ou les estro. Pourquoi il y a des stéroïdes dans l'eau? La population consomme pas mal de médicaments, notamment contraceptifs, de la part des femmes, qui sont métabolisés puis éliminés à travers les urines. Or l'eau, en règle générale, l'eau distribuée, c'est potentiellement de l'eau usagée, nettoyée, puis redistribuée après qu'elle ait été filtrée. Même à travers les filtres, à travers les réseaux d'assainissement, on peut retrouver des molécules pharmaceutiques à dose dite infinitésimale. Donc à travers ces travaux, après avoir isolé un certain nombre de polluants pharmaceutiques d'origine stéroïdienne, on a cherché à voir s'il y a une perturbation des fonctions reproductives. Et je me suis rendu compte que plus je descendais en faible dose, plus l'impact biologique était rapide et important. D'accord. Et je suis descendu à des faibles doses où à la fin il n'y avait plus de molécules dans le milieu de culture cellulaire. Donc je me suis inévitablement rapproché sur les processus homéopathiques. Pour pouvoir expliquer finalement un mécanisme cellulaire, j'ai été confronté à des mécaniques homéopathiques. On se rapproche un peu de la mémoire de l'eau de Luc Montagnier? De Jacques Benveniste en premier, puis par la suite prolongé, expérimenté par Luc Montagnier. Donc tout à fait. C'est passionnant ça. C'est passionnant, mais pour moi c'était vraiment une époque assez perturbante. Ce rapport que vous avez donc donné après vos expériences, qu'est-ce qu'il est devenu? À travers nos expérimentations, on s'est rendu compte que plus je descendais en faible dose, plus il y avait quand même un impact moléculaire. Et je me suis rendu compte que la signature, parce qu'en fait je travaillais sur la communication cellulaire, c'est-à-dire qu'il y avait des fluctuations de signaux cellulaires qui étaient induits par la molécule à dose pharmacologique qui induisait un certain signal. Et je me suis rendu compte que plus je descendais en faible dose, plus j'avais un signal différent du premier, différent de la signature par exemple des œstrogènes ou différent de la nature des progestatifs en règle générale. Donc en fait quand je descendais en faible dose ou dite à des doses homéopathiques, j'abordais une signalisation moléculaire inhabituelle, qui n'était pas forcément propre à la molécule à des doses dites pharmacologiques. On a exploré cette thématique, on a fait ces recherches, on a validé la technique, on a présenté ces travaux dans différents congrès européens, on a essayé de publier par la suite ces travaux. Simplement on a préféré par stratégie à scinder en deux ces résultats. Donc on a d'abord publié les résultats validant la technique et qui montraient une modification de la communication cellulaire avec les stéroïdes à des concentrations dites pharmacologiques. Donc on a fait cette première publication et par la suite on s'était dit qu'on publierait en seconde partie les travaux à des doses dites infinitésimale. Comme vous l'avez compris, j'ai quitté ma thèse peu avant la soutenance et peu avant la publication de ce second article. De mon plein gré, tout à fait. Tout à fait. Donc c'était sans suite. Mais je sais que en ayant rencontré d'autres scientifiques par la suite, d'autres ont continué un petit peu cette voie, à vouloir étudier l'impact des médicaments ou des molécules à faible dose, pour voir l'impact à la fois sur des organes de reproduction, mais sur le fonctionnement de certains organes. Autres. Donc je sais que ça a été poursuivi par la suite. Et quand j'ai vu les études du docteur Serrellini, qui avait étudié l'impact du Roundup. Ah, le Roundup, oui. Sur l'effet cancérigène du Roundup. Il s'était également rendu compte, d'après mes souvenirs, qu'il avait démontré que l'impact perturbateur avait également lieu à faible dose. Et donc peu de temps après, on a commencé à parler d'effets cocktail. Finalement, la dangerosité venait finalement des polluants, que ce soit pharmaceutiques ou toxiques, à faible dose. Et c'est l'accumulation de ces faibles doses qui peuvent induire des troubles de santé par la suite. Mais là, je crois que ça avait été loin. Je crois que le Roundup, il a été interdit. Je ne sais pas s'il est toujours interdit ou pas. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Par curiosité, j'irai voir dans les rayons. Je sais qu'à un moment, il parlait de l'interdire. Tout à fait, tout à fait. Le principe des faibles doses est du même niveau. Et quand on parle de faible dose, on n'y met pas forcément la limite. Mais moi, quand j'ai étudié cet effet
pharmacocinétique, je me suis rendu compte que là j'étais vraiment à des doses, il n'y avait plus de molécules. Donc là j'étais vraiment sur l'homéopathie à proprement parler. Alors quel est l'élément qui est curatif dans ces faibles doses, ou quel élément qui n'est pas curatif justement, qui est destructeur dans ces faibles doses, s'il n'y a rien? Je pense qu'on doit aborder la notion de vibration, de l'état vibratoire des molécules. Quelle est la matrice ou qu'est-ce qui peut absorber cette vibration, la stocker et redistribuer cette information? Et là, en l'occurrence, il s'agit de l'eau. Là, c'est les travaux de Marc-Henri, en collaboration notamment avec Luc Montagnier, qui ont pu démontrer finalement le côté magnétique de l'eau. Là, on n'est plus dans le matérialisme. Ah, pas du tout. Là, on est vraiment dans l'énergie quantique. C'est limite de la science-fiction. De rien, on arrive à sortir quelque chose. Ouais. Alors moi, j'aime beaucoup la phrase de Marc-Henri quand il définit un peu ce qui nous constitue. À savoir qu'on a tendance à dire qu'on pèse à peu près en masse 70% d'eau, c'est-à-dire 75% à la naissance, 55% à la mort. Donc la vieillesse serait une certaine forme de déshydratation. Mais si on regarde au niveau moléculaire, on se rend compte que derrière chaque molécule, il y a 3 couches d'eau, entre ce qu'on appelle l'eau libre et l'eau liée. Donc maintenant, si on comptait le nombre de molécules qui nous constituent, on se rendrait vite compte qu'on est constitué à 99,3% d'eau. C'est-à-dire qu'en masse, on pèse à peu près 70%, mais en nombre moléculaire, on pèse 99,3% d'eau. Et ce que j'aime bien sa formule, c'est qu'en physique, ou en physique quantique, on a tendance à dire que toutes les molécules inférieures à 7 kDa est à la fois corpusculaire et vibratoire. C'est-à-dire qu'une molécule d'eau pesant moins de 7 kDa est à la fois corpusculaire et vibratoire. Ça veut dire qu'elle est à la fois matérielle et une onde. Donc, comme on est majoritairement de l'eau, on est majoritairement constitué d'énergie qui vibre à une certaine fréquence. Et qu'est-ce qui vibre à certaines fréquences? C'est la qualité de nos os qui nous constitue. Et quand on s'intéresse à l'homéopathie, finalement c'est une information vibratoire stockée dans la mémoire de l'eau qui nous est transmise à travers l'eau de boisson ou à travers l'eau tout simplement. Oui. Et alors qu'est-ce que vous pouvez en déduire de ça? Quelles sont vos conclusions après avoir étudié tout ça? Bon, à titre personnel. À titre personnel, moi je suis un scientifique, j'ai plus une démarche empirique qui fonctionne à travers l'expérimentation. Étant scientifique, pragmatique, je ne croyais pas trop non plus aux émotions, ou la répercussion de nos émotions sur la naissance finalement de certaines pathologies. Quand je me suis intéressé aux fleurs de Bach, c'est-à-dire une information vibratoire d'une naissance de fleurs dans une eau, en ayant expérimenté finalement cette fleur de Bach, j'ai bien vu en moi que ça réveillait certaines émotions. Donc empiriquement, à travers mes propres expériences, j'ai pu valider que certaines formules homéopathiques pouvaient avoir une interaction. Par la suite, j'ai essayé certains élixirs de cristaux, qui présentent aussi une information d'un cristal présent dans une eau, et j'ai vu qu'il y avait un certain retentissement au niveau de mon organisme. Donc à travers mon expérimentation, j'ai validé certaines techniques, et même en expérimentant l'homéopathie, je me suis bien évidemment rendu compte qu'il y avait un certain effet. Vous n'hésitez pas à donner de votre personne? Ah, moi j'aime bien essayer. Ouais. Avant de conseiller, j'aime bien explorer. Et j'ai toujours tendance à dire à mes clients, ne me croyez pas sur parole. Simplement, je vais vous distribuer de l'information que j'ai glanée par-ci par-là. Cette information, je l'ai expérimentée. En l'expérimentant, j'en ai fait une connaissance. C'est cette connaissance que je vais vous divulguer. Mais avant de me croire, je vous demande de l'expérimenter. On ne vous demande pas d'y croire. Tout à fait. C'est ça. C'est dans cette logique-là, oui. Et est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences avec, je ne vais pas dire des produits qui vous auraient rendu malade, mais bon, peut-être, pourquoi pas. Ou une expérience qui aurait mal tourné. Ou peut-être un drainage hépatobiliaire avec du chardon-marie prélevé par-ci par-là en bord de route et des doses un peu trop fortes. Ouais, ça m'a un petit peu dérouté, mais voilà, plus dans ce sens-là, ouais. D'accord, c'est qu'au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac ou au niveau une surdétoxination. C'est vrai que lors d'un jeûne un petit peu trop long, ouais, j'ai pas vraiment réussi à interrompre finalement l'effet des processus de détoxination. Là, quels sont les effets d'un jeûne? Détoxination? Ils sont multiples, oui. Déjà dans un premier temps, on favorise la détoxination du corps puisqu'on n'est plus en mode absorption. Donc le corps en profite pour éliminer, puis il fonctionne sur un métabolisme un petit peu différent. Il faut bien imaginer que pendant les 3 premiers jours, on est en pleine crise de détoxination. Puis après, il y a des processus de régénération qui vont prendre le pas. Ouais. Et en règle générale, quand on est sur un jeûne de longue durée, on est impressionné par la vitalité passé
passer le sentiment de faim. C'est quoi longue durée? À titre personnel, j'ai fait 9 jours. 9 jours? Oui. Vous buvez quand même? De l'eau, bien évidemment, oui. Ah. Ouais, je fais un jeûne hydrique, oui, tout à fait. Ouais. C'est pas quelque chose que je conseille dans ma pratique, mais c'est du point de vue hygiéniste et naturopathique, c'est une pratique très intéressante. La sensation de faim, elle disparaît au bout d'un moment? En règle générale, au bout de 3-4 jours, oui. Et on interrompt le jeûne quand la faim revient. Ouais. Il y a 3-4 jours, on souffre quand même. Pas du tout, c'est un véritable plaisir. Non, au contraire. Mais il faut pas travailler, Oui, faut prévoir ce qu'on appelle un jeûne, un repos physiologique, voilà, c'est-à-dire pas de sport. Éviter l'excès de sport, oui. C'est télé, quoi. Pas forcément les lecture, marcher à l'extérieur, profiter de l'extérieur tout simplement, de s'aérer, de marcher, d'éviter de sport trop intensif. Mais de toute façon, quand on jeûne, quand on passe au niveau du 4e, 5e jour, le métabolisme énergétique étant qu'on dépense très peu d'énergie à digérer, du coup on déborde d'énergie. C'est-à-dire qu'on dort peu, on dort beaucoup moins, on a souvent un excès d'énergie et c'est souvent la raison pour laquelle on interrompt le jeûne parce qu'on ne sait pas quoi faire de cette énergie. Bon, ça c'est une expérience que vous conseillez à faible dose, à dose homéopathique? À dose homéopathique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas être malade, ne pas être polymédicamentalisé. Dans l'idéal, il faudrait mieux que ça soit encadré. Avant de faire un jeûne, c'est quelque chose qui se prépare, puisqu'il faudrait s'assurer que toutes les voies de sortie de notre organisme fonctionnent, c'est-à-dire les intestins, les reins, la peau, les poumons, qu'il n'y ait pas de congestion à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qui se prépare. Et il faut bien savoir que si on veut faire un jeûne, c'est pas uniquement pour perdre du poids, c'est pour se nettoyer de l'intérieur, pour booster un petit peu sa vitalité et son système immunitaire, et par la suite faire des réformes de vie. C'est-à-dire que ce qui nous a conduit à faire un jeûne, si on veut éliminer certaines toxines qu'on a accumulées pendant des années, c'est bien de profiter justement de cette mise à l'arrêt, de ce repos physiologique, pour changer par la suite son hygiène de vie. Donc c'est aussi un grand moment où on fait des réformes par la suite. Puis on a le temps de réfléchir. Tout à fait, tout à fait. Puis une fois qu'on est nettoyé de l'intérieur, même notre façon de penser change. On a l'esprit beaucoup plus vif et on a tendance à raisonner de manière beaucoup plus limpide. Ça donne envie, je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire, mais ça donne envie. Faut être motivé, ça se prépare. Et c'est toujours mieux quand c'est encadré, bien évidemment. Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant l'iridologie ou l'homéopathie ou quelque chose que vous aurez omis de dire qui pourrait intéresser tous les internautes? Je me rends bien compte, initialement, quand je me suis intéressé à la biologie, c'était ici pour comprendre finalement comment fonctionnait le corps humain et comment l'aider à se régénérer pour qu'il aille mieux. Au fil de mon expérience, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. On n'est pas qu'un corps physique, comme on l'a dit, il y a aussi tout un côté énergétique, voire émotionnel, et pour certains, on pourra dire même spirituel. Donc quand on s'intéresse aux médecines holistiques, c'est bien d'être compétent dans un domaine, mais il ne faut pas oublier le côté pluridisciplinaire. J'ai toujours tendance à dire, quand on vient voir en consultation en naturopathie, on va s'intéresser au corps physique, en faisant les modifications qui vont dans ce sens-là, on ne fait que 20% du travail. Il ne faut pas négliger justement ce côté émotionnel, mental et spirituel. Dans mon idéal, un petit peu de conceptualiser la médecine holistique, il faut vraiment aller vers un rassemblement des pratiques complémentaires. On a chacun de nos compétences et l'idée c'est de se fédérer, de se réunir pour... Vous mettez la médecine allopathique dedans? Tout à fait. Tout à fait. Ça va dans le sens, on ne peut pas la négliger, elle a son importance. Elle soigne, elle sauve. Notre approche, c'est une approche complémentaire à la médecine conventionnelle. Chimique. C'est de la chimie aussi, l'eau. De toute façon, notre fonctionnement biologique repose sur des fonctionnements biochimiques, c'est-à-dire une alliance entre la biologie, le vivant et la chimie de la matière provenant de la matière organique. Il y a un mécanisme du vivant qui repose sur la matière. On incarne un corps organique qui repose sur des mécanismes biochimiques. Mathieu, c'est passionnant. On va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très très passionnant. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.